Salut les topiens! Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va parler de la deuxième partie du plan d'extension des Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Pour l'instant, aucune date n'est fixée sur l'ouverture de cette partie-là de l'extension des Walt Disney Studios. Comme le Avengers Campus, cette partie-là a aussi pris beaucoup de retard. Les dates promises il y a désormais plus de 3 ans ne pourront pas être tenues, puis de toute façon tous les chantiers ont forcément du retard, c'est toujours comme ça, surtout avec Disney. Il n'empêche que le projet est toujours bien en cours, et cette partie-là d'extension est un univers sur lequel Disney compte énormément, car il sera dupliqué dans plusieurs parc Disney du monde. Ce land, il s'appelle Arendelle World of Frozen. Il marque une volonté de la Walt Disney Company de développer des univers désormais axés sur ces classiques d'animation. C'est d'abord à Hong Kong Disneyland qu'ouvrira World of Arendelle au niveau du Fantasyland qui est en pleine extension. D'ailleurs, les travaux avancent très bien. On commence à deviner la forme du château d'Arendelle, mais aussi du château de glace de Elsa. Cette extension est aussi prévue à Tokyo DisneySea, une grande extension dont j'ai d'ailleurs très hâte de vous reparler sur la chaîne dans quelques semaines. Et enfin, c'est prévu à Disneyland Paris. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, déjà, le parc a commencé à aménager le terrain. Et par ailleurs, l'attraction qui est dans le land est une attraction qui existe déjà et qui a été développée pour Epcot. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que Disneyland Resort en Californie et Shanghai Disneyland qui n'ont pas encore officialisé l'arrivée de ces univers, mais ils seront un jour ou l'autre sans doute ajoutés à ces parcs-là, s'ils fonctionnent notamment par exemple à Hong Kong. Et Epcot comporte l'attraction qui sera dans tous ces lands. C'est une attraction qui a donc déjà été développée et qui a été déjà ouverte il y a un sacré bout de temps. Et je vous propose aujourd'hui qu'on se plonge à la fois dans la storyline de l'attraction, mais aussi dans la storyline de tout le land, parce qu'à Epcot, il s'agit d'une attraction intégrée au pavillon norvégien, qui est complètement détaché du reste de l'univers de Frozen, alors que pour le coup, World of Arendelle, qui est développé actuellement à Disneyland Paris, aura sa propre storyline directement inspirée du film Frozen. Désormais, quand la Walt Disney Company développe des univers sur ses films, elle les intègre au line-up de leur propre franchise. Ça veut dire que par exemple, lorsque vous vous baladez dans Galaxy's Edge, il faut que vous imaginiez que vous êtes entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Lorsque vous êtes dans le Avengers Campus, en tout cas celui de Disneyland Paris, on comprend assez vite qu'on se situe entre les événements de Civil War et de Infinity War. Et bien pour Frozen, ce sera pareil. Vous êtes intégré à un spin-off, lui-même relié à la chronologie et au line-up principal de Frozen. Les événements se situent après le premier film, mais aussi après un court-métrage que je vous invite à visionner parce que en visionnant ce court-métrage, vous allez pouvoir découvrir les costumes que porteront les personnages dans l'attraction, mais aussi peut-être dans le land. Vous découvrirez aussi des personnages qui ont été spécialement créés dans ce court-métrage et qui réapparaissent dans l'attraction. Et ce court-métrage en question, c'est Frozen Fever, juste après les événements du premier film, lorsque les beaux jours sont de retour à Arendelle. Donc c'est à ce moment-là que se passe l'action, entre le premier et le deuxième film. En cette période de Happily Ever After, je fais exprès de le dire en anglais, vous comprendrez pourquoi ensuite par rapport au nom de l'attraction, finalement la paix et la prospérité sont de retour au royaume d'Arendelle. Désormais, Elsa, elle assume qu'elle a des pouvoirs magiques et elle s'en sert. Et elle est vénérée pour ça par la population. Donc Anna et elle ont décidé de créer un jour de neige en été pour dépayser les habitants du royaume et pour faire une fête avec tous les habitants. C'est pour ça d'ailleurs, sur les concept art, vous l'avez peut-être remarqué, il fait toujours un grand ciel bleu, il fait un temps magnifique. C'est parce que c'est l'été. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir voulu appliquer cette même storyline à Disneyland Paris, où il pleut quasiment tout le temps, surtout cet été en plus. Et dans les concept art, ça se ressent déjà énormément, ces festivités. On reconnaît Arendelle, mais on voit que les habitants ne portent pas les mêmes tenues, on voit que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, on voit que c'est la fête sur place. C'est une période de fête et donc le village n'a pas forcément l'apparence qu'il pourrait avoir le reste de l'année. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'ont voulu jouer les Imagineers. Ils veulent faire comprendre aux visiteurs qu'un événement est en cours et que finalement le visiteur a de la chance de participer à cet événement qui se produit une fois par an, mais qui en réalité se produira du coup tous les jours à Disneyland. Bref, la nuit va pas tarder à tomber et donc les festivités continuent et pour la première fois, les visiteurs d'Arendelle mais aussi les autres visiteurs pourront aller visiter le château de glace de Elsa, autrefois forteresse assez hostile gardée par un monstre mais qui est désormais accessible au public et c'est un peu journée porte ouverte en ce Summer Day où vous pouvez aller visiter ce château et là du coup je vous propose qu'on se plonge dans la storyline de l'attraction Frozen Ever After. Comme je vous le disais à l'instant, c'est un court-métrage. C'est la même chose que Frozen Fever. Il faut le regarder comme une forme de court-métrage. Le début du court-métrage, c'est lorsque vous êtes dans le land. Et finalement, le principal de l'action, du reste de l'action, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur de cette attraction. La nuit commence à tomber à Arendelle et des cavaliers arrivent pendant la saison estivale, tandis que les habitants continuent de célébrer le festival de l'hiver. Et vous empruntez des bateaux qui vont vous conduire dans des fleuves et des rivières et qui eux-mêmes mènent jusqu'au château d'Elsa où les festivités se prolongent et se terminent en beauté. Le premier personnage qu'on rencontre évidemment c'est Olaf et c'est lui qui va servir de narrateur à toute l'attraction et qui va revenir à plusieurs reprises.
On aperçoit aussi Sven. Forcément, le temps a un petit peu changé et là, on ne se rend plus forcément compte qu'on est en été puisqu'on se rapproche du château de glace d'Elsa et donc finalement c'est l'hiver et les personnages pour le coup, là, ont repris leur tenue du premier film. Le climax de l'attraction, c'est lorsque, une fois qu'on a escaladé cette montagne, même physiquement, puisque l'attraction est basée sur le même principe technique que Pirates des Caraïbes, il y a donc une montée qui nous conduit jusqu'au château d'Elsa qui est en train d'interpréter ou de réinterpréter Let It Go. D'ailleurs, toutes les musiques sont interprétées, mais les paroles ont complètement été modifiées pour coller à la storyline en cours et donc finalement les paroles de ces musiques racontent la suite de l'histoire pour célébrer le bonheur qui règne actuellement à Arendelle. Et lorsque Elsa chante Let It Go, à cause de la puissance de son pouvoir, le bateau est soudain projeté en arrière et il redescend de la montagne et c'est là qu'il croise le monstre de glace qui a été créé par la Reine des Neiges dans le premier film et qui gardait le château jalousement, ainsi que ses nouveaux petits amis, les bonhommes de neige, qui finalement se sont retrouvés ici, mais si vous voulez connaître leur histoire, ils s'appellent les Snoggies et ils ont été créés dans le fameux court-métrage dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Frozen Fever. Ils apparaissent lorsque Elsa est enrhumée, du coup elle éternuait à cause des nouvelles odeurs de l'été et du printemps. Bref, la descente continue puisqu'on vient d'être expulsé de la montagne et on se retrouve à Arendelle où il est déjà minuit et il y a un feu d'artifice qui est en train d'être tiré au-dessus du château d'Arendelle et vous finissez par rencontrer les personnages dans leur tenue de Frozen Fever. Il n'y a pas de tournant dramatique comme il y en a parfois dans le Avengers Campus ou comme il y en a surtout dans Galaxy's Edge. J'avais déjà fait l'attraction dans le pavillon norvégien en Floride, c'est une attraction extrêmement familiale qui est particulièrement magnifique, la beauté des animatronics qui sont extrêmement fluides. Seul bémol, et vous venez peut-être de le voir, Imagineering a préféré abandonner sa technologie habituelle basée sur des effets pneumatiques, de latex, bref des effets mécaniques pour tester la projection. Il y a une projection sur les visages. Ça rend très bien en vidéo, mais en vrai, ça rend pas très bien. On voit le décalage de couleurs, on voit qu'il s'agit d'une projection. Imagineering a continué à faire le pari de ce type de projection sur l'attraction Mickey Runaway Railroad et elle avait été utilisée pour la première fois dans le New Fantasyland du Magic Kingdom, dans l'attraction basée sur l'univers de Blanche-Neige et des 7 nains. C'est une très belle attraction, très familiale. Je pense que ce sera un très grand succès. Ce sera le seul parcours scénique sur l'eau proposé au Walt Disney Studios. Donc après tout, pourquoi pas? Je suis juste dubitatif sur les fameuses projections sur les visages des personnages. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ensuite dans le reste du land? Grâce au dépôt du permis de construire, on sait que notre land comprendra une seule attraction et non pas deux, comme ce sera le cas par exemple à Hong Kong Disneyland qui comprend un petit coaster familial sur l'autre bord de la rive. Il y aura également un restaurant. Sur les plans, il est suggéré que ce soit plutôt un fast-food, ainsi que 2 boutiques. Et évidemment, il y aura bien sûr un lieu de rencontre personnages. Aujourd'hui, on peut déjà rencontrer les personnages Frozen au Walt Disney Studios. Ils seront donc déplacés logiquement dans leur univers. Et donc, vous l'avez compris, le fait qu'il y ait 2 boutiques et qu'il y ait un restaurant et finalement qu'une seule attraction suggère que ce sera surtout un lieu de vie. L'entrée de l'attraction, c'est le château d'Arendelle. Au loin, on aperçoit la montagne, le château de la Reine des Neiges, et c'est là que les visiteurs vont se rendre. Il y aura également un petit ponton que les visiteurs pourront traverser pour rejoindre Arendelle. Voilà tout ce qu'on sait sur ce World of Arendelle. Évidemment, je vais suivre de très près l'ouverture du land de Hong Kong Disneyland, car ça va être le premier à ouvrir et ce sera une sorte d'avant-goût, d'avant-première de tout ce qu'on aura à Disneyland Paris, si ce n'est que nous, évidemment, on a ce lac aussi qui vient se rajouter et qui vient rajouter une perspective supplémentaire à ce land. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!